Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, nous sommes à Rio de Janeiro et bienvenue dans Actualité Synarchique. Actualité Synarchique, c'est quoi? Eh bien, c'est différentes vidéos sur tous les sujets qui sont liés à la synarchie et à l'actualité. Nous avons la matinale de Rio de Janeiro qui se veut à la fois plaisante, à la fois badine et abordée avec humour, eh bien, des sujets d'actualité, la vie au Brésil et un certain nombre de thématiques. Sur notre chaîne Templo Escola Budista do Rio de Janeiro, c'est la chaîne de notre temple bouddhiste et indigène, puisque nous partageons maintenant la codirection avec des patachos natifs du Brésil. Sur cette chaîne, nous offrons un maximum de solutions. Dans ces solutions, il y a l'étude de la doctrine bouddhiste, bien évidemment, mais il y a aussi un certain nombre d'autres techniques qui ont été empruntées dans toutes les traditions spirituelles pour former un ensemble cohérent. Ça passe par l'alimentation, le yoga, la psychologie, la vie émotionnelle, la vie psychique et évidemment des initiations spirituelles. Dans le cadre de ces initiations spirituelles, eh bien, nous avons différentes techniques préparatoires, le yoga, bien évidemment, mais aussi l'étude de la trame. La trame, c'est l'étude des structures mémorielles à l'intérieur de votre corps qui ralentissent votre expression spirituelle. Nous avons évidemment la psychothérapie Naikan et nous avons la cure des Indiens et la cure des Pygmées. La cure des Pygmées se fait en collaboration avec des Bantous du Gabon et notre amie Jocelyne et son fils. Et au Brésil, c'est avec les Indiens Patacho avec qui nous partageons la direction du temple, eh bien, que nous offrons la cure spirituelle des indigènes, la cure spirituelle du rapé. Au Brésil, en Amérique du Sud, en règle générale, on dispose de plusieurs plantes qui permettent d'explorer les couches les plus profondes de notre psyché afin de retrouver notre contact avec la nature, c'est le point de vue immanentiste, et avec nos ancêtres, mais aussi en contact avec nos ancêtres et avec la nature, trouver une dimension transcendante, une dimension authentiquement spirituelle, celle qui est conférée lors des initiations spirituelles. À ce titre, nous sommes quelques-uns ici à avoir reçu des initiations de maîtres spirituels, petits, moyens ou grands, du Tibet, de l'Inde et de la Chine, mais aussi dans le cadre de l'islam. La particularité de notre organisation, eh bien, c'est qu'elle est œcuménique, c'est-à-dire que nous apprécions de voir la tradition gnostique s'exprimer à travers toutes sortes d'exotérie, c'est-à-dire de religion. Notre quête, si vous voulez la partager avec nous, eh bien, c'est de vous initier aux arcanes de la gnose, cette gnose qui sous-tend l'intégralité des traditions spirituelles. Si les traditions spirituelles nous amènent à des états transcendants, lumineux, qui sont liés aux anges, dans le christianisme par exemple, mais aussi dans l'islam ou le judaïsme, puisque les anges y existent également, il y a aussi un envers, celui des anges déchus. Ces anges déchus, ils sont à proprement parler, eh bien, la légion de Satan, c'est le tiers des anges, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean, qui ont chuté. Qui sont-ils? Comment ont-ils interféré dans l'histoire de l'humanité? Eh bien, la Bible nous en donne un certain nombre de témoignages, le Coran aussi. Mais à notre époque, les analyses de la Bible et du Coran ne se suffisent pas à elles-mêmes. On peut se poser la question, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens n'ont plus de pratiques religieuses? Pourquoi la spiritualité a disparu? Pourquoi la société est de plus en plus violente? Pourquoi passons-nous par des guerres mondiales, une, deux et bientôt une troisième sans doute? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le temps se dérègle? Pourquoi est-ce que les humains deviennent de plus en plus méchants, matérialistes, cupides et cruels? Pourquoi on est en fait rentré dans un système de décivilisation où la machine compte plus que l'homme? Eh bien, c'est cette étude que nous avons commencée à partir de Luxembourg, capitale et laboratoire du quatrième Reich des riches. Aujourd'hui, nous allons parler
de Londres. Et pour pouvoir parler de Londres, on doit évidemment parler de Stonehenge et de parler de notre ancienne culture, la culture mégalithique. Si vous habitez en Bretagne, si vous habitez en Cornouailles, mais si vous habitez aussi en Ardèche ou au Pays Basque, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait un certain nombre de monuments mégalithiques, des tables appelées dolmens ou des pierres perchées, quelquefois trouées, qu'on appelle des menhirs, des hommes debout ou des hommes couchés en langue bretonne. À quoi servaient ces monuments? Pourquoi souvent ils ont été remplacés par des temples grecs, puis romains, puis par des églises, et quelquefois des antennes de téléphonie mobile, parce que rien n'arrête le sacrilège commis par les techniciens du lobby militaro-industriel et les adeptes d'une société du contrôle total. Comment retrouver notre liberté? C'est aussi un des buts de cette chaîne. Et comment voir la prison d'ignorance et de malfaisance dans laquelle nous vivons, que nous en soyons conscients ou pas, c'est ce que nous allons voir maintenant à partir d'un site absolument incroyable qui est le site de Stonehenge dans le comté anglais du Wiltshire. Vous connaissez le Yorkshire, c'est une autre partie de l'Angleterre, plus à l'est. Ici, il s'agit du Wiltshire. C'est une zone qui s'étend autour du site de Stonehenge et qui est le lieu d'apparition de crop circles, d'ovnis et aussi d'exercices militaires qui quelquefois peuvent nous paraître un petit peu singuliers ou en tout cas assez suspects. Passons le générique et retrouvons-nous pour parler de Stonehenge et en particulier parler des géants de Stonehenge et de l'ancienne Grande-Bretagne. La première fois que je me suis rendu à Stonehenge, j'ai eu une drôle de surprise. D'abord, j'y ai trouvé un site encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Et puis, j'ai pu acquérir dans la boutique dédiée au site de Stonehenge cette petite boîte de English Heritage. Vous voyez, c'est écrit Stonehenge. C'est fait évidemment par le ministère de la Culture anglais. Et j'ai pu acheter cette petite maquette du site de Stonehenge. Et qui pourrait croire que cette petite maquette tient une des clés de notre passé, mais aussi de notre futur. Pourquoi Stonehenge? Tout d'abord, nous allons commencer par les géants de Stonehenge, afin de parler de la culture mégalithique, de son importance, et puis de la déviation de cette tradition jusqu'au satanisme à proprement parler, c'est-à-dire d'abord la superstition, quote superstate, ce qui reste d'une religion, et ensuite son renversement, où il n'y a plus d'influence spirituelle, il n'y a plus que des influences psychiques, mémorielles et infernales. En effet, nous allons commencer par les géants de Stonehenge, et puis ensuite, nous parlerons des lignes de force, et dans ces lignes de force, nous parlerons d'un ensemble de lieux à proprement parler sataniques où se produisent des anomalies du champ géomagnétique, des distorsions espace-temps. Vous connaissez bien entendu le triangle des Bermudes, mais il y a un tel triangle au sud de l'Algérie, à cheval sur le Sahara occidental et la Mauritanie, et aussi au Brésil, au large de
Rio de Janeiro ainsi qu'à Hawaï. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous verrons dans un premier épisode et nous verrons directement le lien avec le satanisme de Grande-Bretagne, ce siège du satanisme tel qu'il est décrit comme tel, eh bien dans le hadith du prophète Mohammed qui concerne Al-Jassasa, celle qui écoute, c'est-à-dire l'espionne. Pour le moment, intéressons-nous aux géants de Stone Age et nous allons voir que cette question des géants, cette question en réalité des héros des temps passés, comme dit la Bible, c'est des Néphilim et de leurs ancêtres, les Elohim, est d'actualité. L'histoire des géants est impliquée de manière très profonde et systématique avec les constructions de sites mégalithiques. Lithos, c'est la pierre, méga, c'est grand, c'est là où on trouve des grandes pierres. Et près de ces grandes pierres, que ce soit ici en Amérique du Sud, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Égypte ou en Inde, on retrouve de curieuses façons de traiter la pierre, comme si elle avait été excavée avec une pelle mécanique. En réalité, les peuples anciens disposaient d'une technologie. Cette technologie était une technologie solaire où il suffisait d'orienter des loupes pour pouvoir obtenir un rayon lumineux concentré qui permettait de faire fondre la roche jusqu'à 1600 degrés. Et ensuite, avec des gros galets, on pouvait la prélever et la mettre en forme, d'où cette impression qu'une grosse cuillère était présente. Et puis toutes ces grosses pierres géodésiques que l'on trouve, par exemple, en Égypte, près des sites pharaoniques, et dont on pense qu'elles servaient de percuteurs pour tailler la pierre. Or, les analyses scientifiques, notamment basées sur le paléomagnétisme, l'ont démontré. Les pyramides d'Égypte sont intégralement faites de matériaux composites, qu'il ait été dissous à l'acide ou avec l'énergie solaire, et reconstitués à partir d'argile, et pour les pierres les plus dures comme les granites, directement fondues et mises en forme sur place. Surprenant, non? Et c'est très certainement ce qui s'est passé à Stone Age, puisqu'on y retrouve, à côté de ces squelettes de géants, cette technologie de fonte de la pierre. Alors, est-ce que vous êtes prêts à un voyage technologique, et puis un voyage aussi génétique, pour le moins surprenant? Les squelettes de géants se trouvent sur la Terre entière. Vous allez voir d'ailleurs en inscription, une échelle qui va vous montrer à quel point l'existence de squelettes géants est assez commun et se retrouve sur toute la planète, que ce soit en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Chine, aussi en Grande-Bretagne et ici en Amérique du Sud. Les documents religieux, les chroniques médiévales des moines, les traditions orales et les histoires, les mythes et légendes des différentes civilisations nous racontent tous des histoires convergentes. Elles nous content l'existence de géants. Et ces géants ont fait partie depuis les Orcades et très certainement depuis un continent disparu du nom de l'Atlantide, un continent qui se trouvait dans l'Atlantique au large des côtes brésiliennes, entre les Açores et le Brésil. Tout simplement se trouvait là une race de géants. La création de Stone Age est attribuée par les légendes locales, les légendes britanniques, des Britons, à des constructeurs remarquablement grands et remarquablement puissants, dotés d'une technologie unique. Ils portent d'ailleurs tous systématiquement dans toutes les civilisations une sorte de panier, une sorte de sac et des sortes de pines de pain qui intriguent beaucoup les chercheurs et les commentateurs. Ces géants, non seulement ils étaient grands, mais ils étaient aussi intelligents, habiles et sages. Rassembler des centaines et des centaines de récits historiques, d'os et de squelettes massifs trouvés à proximité de sites tels que Stone Age ajoute certainement à la crédibilité
de mythes séculaires qui encodent et qui racontent des histoires, quelquefois sous forme un petit peu naïve, qui peuvent nous sembler étranges. Ces géants sont tous liés aux secrets, aux sciences anciennes, à la magie, c'est-à-dire à la science d'un légendaire âge d'or où la mainmise de l'homme sur l'environnement était aussi puissante, si ce n'est plus, qu'à notre époque. Les annales épiques de l'Irlande, les archives secrètes des châteaux écossais, les vieux manuscrits du pays de Galles et les traditions druidiques d'Angleterre ont révélé, au fur et à mesure qu'elles étaient découvertes, une chronologie absolument passionnante et qui manque au grand livre de l'histoire humaine. Ces récits sont tous basés sur l'existence de cette race de géants qui fut l'auteur de ces grands mégalithes. La réalité des géants existants à l'époque préhistorique est particulièrement mise en lumière dans un livre en anglais, non traduit en français, qui s'intitule « The Giants of Stonehenge and the Ancient Britain », les géants de Stonehenge et de l'ancienne Bretagne. L'auteur se base sur des comptes rendus de journaux, des articles anciens, des rapports, des journaux intimes qui ont été écrits quelquefois il y a plusieurs siècles et qui ont été souvent archivés à la Grande Bibliothèque de Londres ou éparpillés chez des antiquaires et qui, si on les met mis à bout, comme a fait l'auteur, permettent de retracer une histoire et de remonter à des milliers d'années dans un monde assez extraordinaire. Que nous disent ces chroniques, que nous disent ces articles, que nous disent ces découvertes? Elles nous disent qu'il existait autrefois un homme dragon. Un homme qui n'était pas un mammifère, mais un homme qui était un ovipare, un descendant des dinosaures, ce qu'on appelle les dinosauriens ou dénisoviens, qui remettent en cause l'idée que les mammifères ont toujours et depuis toujours dominé la création. Avant d'explorer les origines mystérieuses de Stonehenge, j'aimerais souligner une découverte remarquable qui renforce considérablement la possibilité que des géants soient une réalité dans la préhistoire. Un énorme crâne a été trouvé en Chine et bien entendu, on l'a appelé Dragon Man, l'homme dragon, dans la province de Heilongjiang en Chine. Ce crâne a été trouvé en 1933 par un fermier qui l'a caché dans un puits, mais en a parlé à des soldats japonais. Ce crâne a été exhumé en 2018 par son fils qui a eu l'idée de l'apporter au Parti communiste chinois. Alors que certains pensaient qu'il pourrait s'agir d'un ancêtre de l'être humain, peut-être d'il y a quelques centaines d'années, les analyses ont montré que le crâne de Denisovan avait 146 000 ans et de manière qui ne peut être contestée. Pourquoi ? Vous connaissez le carbone 14, mais sans doute vous ne connaissez pas le paléomagnétisme. Le paléomagnétisme, c'est un traître. C'est une technique qui permet de voir comment l'électromagnétisme, sous l'effet de l'électromagnétisme terrestre, les particules métalliques vont s'orienter à l'intérieur du ciment, d'une céramique ou à l'intérieur d'un os en formation. Comme on connaît l'histoire du géomagnétisme terrestre, on arrive à dater par l'orientation le paléomagnétisme et de dater l'individu, la céramique ou l'alliage dont il s'agit. Ce qui est remarquable, c'est que 146 000 ans, c'est en réalité le crâne d'Homo sapiens sapiens le plus ancien à n'avoir jamais été découvert. L'idée que nos ancêtres étaient plus petits, avec une petite boîte crânienne,
qui leur permettait d'être des petits chasseurs habiles, du type de l'homme de Flores, et de s'adapter à la situation, eh bien, est complètement remis en cause par les fragments de crâne, les dents, les os, et en particulier ceux des doigts de Denisovan, et bien d'autres exemplaires ont été déterrés en Sibérie et dans d'autres régions du monde comme l'Amazonie, et révèlent une humanité d'une taille exceptionnelle. Mais s'agissait-il d'Homo sapiens sapiens? Est-ce qu'il s'agissait bien de mammifères? Ou est-ce qu'il s'agissait d'une autre race? Et c'est certainement là que le bât blesse. Maintenant, nous devons nous poser la question. Pourquoi envisager ces squelettes à propos de Stone Age? De quoi s'agit-il? Le Wiltshire, la région, le comté d'Angleterre où se trouve Stone Age, est certainement l'endroit au monde où il y a le plus de sites mégalithiques avec les Orcades, c'est-à-dire le nord de l'Écosse. De nombreuses associations de bénévoles œuvrent aux côtés des chercheurs à exhumer ces squelettes. Et on a trouvé en effet de nombreuses tombes de géants qui sont dispersés à l'intérieur du Wiltshire et recouverts de monticules de terre que l'on appelle les tumulus. Cette idée de construire sur un corps d'un chef, eh bien un tumulus, on la trouve pratiquement tout autour de la terre, jusque d'ailleurs en Sibérie ou en Ukraine par exemple. Dans Historia Regum Britanniae, l'histoire des rois de Grande-Bretagne, un récit historique de l'histoire de la Grande-Bretagne qui a été écrit vers 1136 par Geoffrey de Monmouth, un certain nombre de légendes sont rapportées, et notamment l'histoire des origines de Stone Age et les géants qui étaient impliqués pour construire le site. Le livre explique, et c'est un livre du XIIe siècle, que Merlin a construit un lieu de sépulture pour Aurelius Ambrosius, un ancien roi, et que les pierres à l'origine de Stone Age avaient été transportées par des géants d'Afrique depuis le pays de Galles et avaient été disposées en un anneau de pierre en Irlande, et puis plus tard transportées près de Salisbury par Merlin. Et en effet, les études géologiques montrent que ces pierres ne sont pas de Stone Age, elles montrent qu'elles ont été transportées depuis le pays de Galles, et on se demande bien par quels moyens. Et plusieurs archéologues ont émis des hypothèses, notamment parce qu'on trouve des espèces de petites boules taillées dans toute la Grande-Bretagne, dont on se demandait bien à quoi elles pouvaient servir. Et on s'est aperçu qu'évidemment, il aurait pu s'agir de petites pierres rondes qui permettaient de faire coulisser sur des madriers de bois des tonnes de plusieurs pierres, de plusieurs tonnes. Il suffisait d'avoir des hommes plus costauds, plus grands que ceux de notre époque pour pouvoir faire coulisser, mais des démonstrations scientifiques ont été faites, notamment sur Arte. J'essaierai de vous trouver les références en dessous et de vous les indiquer. C'est une émission que j'avais vue lorsque j'étais à Luxembourg, en maison d'arrêt. Et on s'aperçoit qu'il est tout à fait crédible qu'on peut porter des pierres extrêmement importantes pourvu qu'on ait ces petites boules, assez de main-d'œuvre, et puis des madriers de bois très épais sur lesquels on va faire coulisser l'ensemble. Les pierres bleues de Stone Age sont en effet des pierres du pays de Galles, qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres, et on doit remarquer d'ailleurs que le lien entre Stone Age, le pays de Galles et les Orcadiens se trouve dans le nom original de Stone Age qui était Chlore Gigantum, ce qui s'appelle la danse du géant. Stone Age est un nom postérieur qui se traduit plus ou moins en saxon par pierre suspendue. Un autre nom gallois appelle Stone Age Cor i Sueri, c'est-à-dire le conseil des géants. Il y a donc bien un lien avec les géants. Une des premières illustrations de Stone Age à l'ère médiévale sur des parchemins
montre deux hommes de taille moyenne regarder un géant soulever un des linteaux en place, et linteau qui est estimé environ à 16 pieds de haut sur la base des dimensions actuellement connues de Stone Age. L'histoire du XIIe siècle, dont provient l'image que vous allez voir en incrustation, est tirée du roman de Brut de Robert Weiss, qui croyait que à l'origine, ce roman de Robert Weiss, on le croyait à l'origine daté de 1155, c'est-à-dire du XIIe siècle. Mais on s'est aperçu qu'en réalité, c'était une version paraphrasée des histoires de Geoffrey, un texte beaucoup plus ancien dont la date exacte d'écriture, ne nous est pas connue. Quoi qu'il en soit, dans ce roman de Brut, on retrouve une première illustration des pierres, et notamment une illustration du roi Ambrosius et un géant. Dans les 10 chapitres des histoires de Geoffrey, le roi Aurelius est conseillé par Merlin afin de rapporter les pierres d'un important site mégalithique entre l'Irlande et la Grande-Bretagne qui s'appelle Killiaroch et qui était menacé par la montée des eaux. Ces pierres étaient connues comme ayant un pouvoir de guérison. Et c'est bien la réputation qu'a eu Stone Age toute une partie du mégalithique, puisqu'on y trouve des populations non seulement de toute la Grande-Bretagne, mais quelquefois du nord de l'Afrique, de la péninsule ibérique et du sud de la France, de l'Italie, qui cheminaient à pied vers Stone Age. On a même retrouvé des pierres gravées qui sans doute étaient portées par les pèlerins et qui montraient l'itinéraire de manière symbolique pour aller jusqu'à Stone Age avec les principaux, le fait que c'était une île, comment se localiser sur cette île, etc. Dans les histoires de Merlin, il est déclaré la chose suivante à propos de Stone Age. Ce sont des pierres mystiques et d'une vertu médicinale. Les géants d'autrefois les amenèrent de la côte la plus éloignée de l'Afrique et les placèrent en Irlande pendant qu'ils habitaient ce pays. Leur dessein était d'y faire des bains quand ils devaient être pris par n'importe quelle maladie. Leur méthode était de laver les pierres et de mettre leurs malades dans l'eau ainsi obtenue, qui les a infailliblement guéris. Il n'y a pas une pierre là-bas qui n'ait quelques vertus curatives. Et en effet, on retrouve autour de Stone Age une fosse commune où il y a des squelettes, notamment de personnes malades. Donc il semble que ce Stone Age ait été une sorte de Lourdes où, à l'époque néolithique, on venait se soigner de toute l'Europe. Le récit médiéval ne mentionne pas les géants dans le contexte de la construction réelle de Stone Age dans la plaine de Salisbury, mais le nom de Giant's Dance est resté dans le folklore local de Grande-Bretagne pendant plusieurs années. Quant au mythe de Merlin et de Chrétien de Troyes, il faut noter la place de Stone Age dans le mythe du Graal, c'est-à-dire du sang royal, sangré réal, saint Graal, saint Graal. On dit que Merlin, avec une armée de 15 000 hommes, n'avait pas réussi à démanteler et à transporter les pierres, et qu'il a fallu que le mage en personne lui-même utilise ce qu'il est convenu de décrire comme des engrenages ou des moteurs, et là, la preuve archéologique a été donnée. Alors bien entendu, avec la déformation de la fin du Moyen-Âge, et notamment de la Renaissance, on a essayé de donner un caractère plutôt spiritualiste, notamment à envisager de la lévitation, de la magie, etc. Mais il semble que l'archéologie ait parlé et qu'il est tout à fait évident que ces pierres-là aient été amenées là par des hommes qui étaient beaucoup plus grands. Il faut dire aussi que dans l'Afrique du Nord, principalement en Libye, mais aussi par exemple à Chypre, où
dans plusieurs îles de la Méditerranée, et notamment, son nom m'échappe, mais elle reviendra, où il y avait donc les Templiers, mais ça me reviendra. Eh bien, il y avait des traditions mégalithiques qui étaient identiques, qui ont été signalées, photographiées, et sur les lieux, on a aussi retrouvé des géants. Donc cette civilisation mégalithique, elle existe non seulement dans tout le bassin méditerranéen, elle existe en Europe, mais elle existe aussi en Afrique du Sud, avec des cromlechs, c'est-à-dire des cercles de pierre absolument gigantesques. On a longtemps douté de l'existence de géants, en pensant que c'était un folklore, que c'était une vision déformée par des populations un peu incultes du Moyen-Âge, jusqu'à ce que, on découvre un géant à Salisbury, à quelques pas de Stonehenge, mesurant 9 pieds et 4 pouces. À quelques kilomètres. Cette découverte s'est faite en 1719 et elle est rapportée dans A Theological, Biblical and Ecclesiastical Dictionary de John Robinson en 1830. Que nous écrit-il ? Près de Salisbury, en Angleterre, un squelette humain a été trouvé qui mesurait 9 pieds 4 pouces de long. Une autre source rapporte un autre indice sur l'origine exacte de cet énorme squelette. Il raconte l'histoire d'une femme locale se souvenant de certains détails de son enfance dans une publication locale. Le monticule était une tombe de géant à côté de l'église Saint-Edmund. Cette église particulière faisait partie du collège d'origine fondé par l'évêque de Salisbury, Walter de Lawyle, en 1269 et est située à quelques kilomètres de Stonehenge. Le terrassement est situé juste au nord de la cour de l'église Saint-Edmund. Aujourd'hui, le Centre des Arts, fondé en 1975, qui fait partie du grand paysage de Stonehenge, La découverte a été publiée dans de nombreuses sources de l'époque et on a d'ailleurs des articles de journaux. Un autre squelette a été trouvé près de Stonehenge qui lui mesurait 14 pieds et 10 pouces. Notre source est Thomas Eliot, qui a vécu de 1490 à 1546. Il était diplomate universitaire et député du Cambridgeshire. Dans un dictionnaire qui est assez célèbre, on lit « Il y a environ 30 ans que j'étais moi-même avec mon père, Sir Richard Eliot, dans un monastère de chanoines réguliers à 3 ou 4 milles de Stonehenge. J'ai vu les ossements d'un homme mort trouvés au fond de là, dans le sol, qui, étant réunis, avait une longueur de 13 pieds et 10 pouces, dont une des dents de mon père qui était de la quantité d'une grosse noix. » Dans Journey in South Wales, en 1802, George Lipscomb décrit lui aussi un squelette de géant. Il rapporte « Il faut se rappeler que Leland, dans son Collectanea, cite l'autorité respectable de son ami Sir Thomas Eliot comme enregistrement que lui-même avait vu, quelque part près de Salisbury, un squelette qui mesurait alors 14 pieds et 10 pouces de longueur. » John Leland a écrit dans De Rebus Britannicus Collectanea, en 6 volumes en 1774, et le chevalier Sir Thomas Eliot était comme Leland une voix respectée à son époque dans le milieu universitaire. Il a écrit que ces squelettes avaient été trouvés à différents endroits et que cela n'avait rien d'étonnant, que c'était le cas pratiquement dans toute l'Angleterre. Il décrit également un squelette de 13 pieds 10 pouces, un autre étant de 14 pieds 10 pouces, enfin un autre de 12 pieds. Le récit final fait allusion à d'étranges inscriptions sur des objets, notamment métalliques, qui sont proches du squelette. Il y a différentes descriptions du squelette, mais elles concordent tous. Le corps était gigantesque. Le cercueil en rondin qui entourait le corps est décrit par les auteurs et a été retrouvé. Il est assez similaire à celui qui est décrit dans l'abbaye de Glastonbury, tel que découvert dans les années 1100. De nombreux documents font état de géants trouvés pratiquement partout dans le contexte de la Grande-Bretagne. Ce géant de Salisbury
du Wiltshire pose la question d'ailleurs de ces constructions gigantesques que nous avons dans tout le pays cananéen, c'est-à-dire ces descendants de Cham, Cham étant un des fils de Noé. Curieusement, à Salisbury, un géant réside toujours, mais sous une forme différente. Pas de peau ni d'os, mais de textile et de papier mâché. Il s'agit de géants de Salisbury et Hobnob, qui étaient tous deux des personnages de reconstitution historique créés par la guilde des tailleurs marchands de Salisbury. Donc dans le folklore d'Angleterre, on a regardé, on a conservé de Grande-Bretagne, on a conservé le souvenir d'un cheval géant et de géants. La présence de ce géant a été enregistrée pour la première fois en 1496 est soulignée notamment par le roi Henri VII et sa femme qui séjournaient à proximité de Clarendon. Donc l'existence de ces géants, non seulement elle est archéologique, mais en plus il y a une tradition, comme d'ailleurs les géants de Bruges, dans le carnaval de Belgique, d'une race de géants qui à un moment intervenait sur Terre et s'était doté d'une technologie bien supérieure à la nôtre. Cette référence à des géants rappelle beaucoup la Bible, en particulier les fameux Néphilim de la Bible. On se pose aussi la question de ces constructions gigantesques au Moyen-Orient, notamment celle de Baalbek au Liban. On doit encore se souvenir que le nom cananéen ou Kangi se retrouve dans de nombreuses traditions où on nous parle de ces fameux Kangi, de ce fameux peuple qui était gigantesque et qui était capable, grâce à leur technologie, d'ériger des villes, mais aussi de modifier la structure de la pierre. Un auteur célèbre, William Camden, dans un ouvrage qui s'appelle Britannia, a déclaré que les Cananéens de la Bible sont également nommés 10 commandants dans leur armée. Ces fameux Kangi, ces Cananéens, sont-ils également à l'origine de la création de l'effigie cananéenne qu'on retrouve à Salisbury et qui représente Saint Christophe sous la forme d'un géant. Le Kangi, selon cet écrivain Gay, avait des compétences en métallurgie et en fait ramolli, réduit en poudre, surchauffé et moulé les pierres de Stone Age à l'aide de moteurs, dit-il. Cela fait allusion à une technologie qui est décrite dans la légende arthurienne à propos de Merlin comme des engrenages ou des moteurs qui permettent de déplacer les Saracens de Kilarus en Irlande jusqu'à la plaine de Salisbury. Le ramollissement de la pierre et sa manipulation ont eu cours jusqu'à une époque récente et notamment, on peut le voir dans certaines cathédrales où on a manipulé, aussi bien en Bretagne qu'en Grande-Bretagne, le granit. Cette technologie de la fonte et du modelage de la pierre a très certainement, depuis la construction des Cananéens et même la construction de la grande pyramide d'Égypte, été transmise de siècle en siècle. Je vous mets d'ailleurs une image ici qui vous montre sur différents lieux du monde, aussi bien Machu Picchu qu'Ollantaytambo au Pérou ou Aswan en Égypte, que cette technologie était commune à toute l'humanité. On a donc une technologie de modification des pierres, on a une technologie qui permet de les transporter et on a la présence de géants. On a donc toute une civilisation qui sait travailler les pierres, à quelle fin et pourquoi travailler ces pierres et pourquoi certains types de pierres, pourquoi les associer à l'eau pour graver une mémoire dans cette eau qui circule sur ces pierres et ensuite obtenir un effet curatif, on ne peut le comprendre que si on s'intéresse au maillage électromagnétique de la Terre et de ce qu'on appelle depuis maintenant une cinquantaine d'années l'harmonique
33, ou les couloirs, non pas du temps, mais les couloirs de l'espace-temps. Et comme par hasard, c'est sur ces couloirs que sont positionnés la plupart de nos édifices religieux. On les appelle aussi ley line, les lignes de ley, mais aussi des endroits où sont présentes des manifestations ovnis ou des incidents ou des événements surnaturels. Alors vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'existence des géants? Comment pensez-vous que ces pierres ont été transportées? Pensez-vous qu'il y avait une tradition primordiale qui permettait d'utiliser, tout comme l'acupuncture utilise le chi du corps, d'utiliser le chi, l'énergie psychique de la Terre, afin d'obtenir du conditionnement et du déconditionnement. Somme toute, y avait-il une forme de psychotronique très ancien, une technique qui permettait de modifier la conscience, voire l'espace-temps. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Quer mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci, ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca